qui contribue au développement des États membres. Des moyens de protéger et assister aux populations et ça, c'est les catastrophes naturelles et les différentes organisations des Nations Unies. Bonjour Monsieur Peduzzi, je vous remercie de m'accueillir à l'ONU pour me permettre de vous poser ces quelques questions sur la disparition des animaux. Alors, ma première question, c'est quel a été votre parcours scolaire et professionnel pour être directeur du GRID à Genève? Bonjour Tessa, alors j'ai d'abord fait un master en sciences de l'environnement, puis un doctorat en sciences de l'environnement. Et puis j'ai travaillé en Afrique pour une ONG sur la déforestation, puis en Australie comme chercheur scientifique. Je suis ensuite rentré à l'Université de Genève comme chercheur scientifique. Et là, on est venu me chercher pour travailler aux Nations Unies. Donc des fois, c'est aussi un petit peu de hasard et de savoir saisir les opportunités. Et je dirais, d'une manière générale, il n'y a pas vraiment de recette, mais je pense que si on aime bien ce qu'on fait, moi je suis passionné par l'environnement, donc si on aime vraiment ce qu'on fait, je pense qu'on fait les choses bien, et ça permet de progresser. Merci. Est-ce que les réchauffements climatiques ont un impact sur la disparition des animaux? Absolument et malheureusement. Donc on peut citer par exemple les coraux. Les coraux qui sont des animaux marins qui sont très sensibles aux variations de température de l'océan. Et lorsque la température dépasse les 32 degrés, la température de l'eau, à ce moment-là, on a un blanchiment corallien et le corail peut mourir si ça perdure. On peut également citer les animaux qui peuplent la banquise, tels les ours polaires ou les phoques, qui voient leur territoire se restreindre à mesure que la banquise elle fond. On peut également citer les batraciens, les amphibiens, qui sont sensibles aux variations de température, les animaux qui peuplent les montagnes, qui ont tendance à monter pour suivre les gradients de température qui leur plaisent, mais à un moment donné, ils vont arriver au sommet de ces montagnes, donc leur territoire s'amenuise également. D'une manière générale, on voit une migration des animaux en direction des pôles, et donc il y a toutes sortes de combinaisons comme ça. Il y a peut-être également quelque chose assez typique, c'est les tortues marines. Quand elles pondent leurs œufs, c'est la température ambiante qui définit le sexe de l'individu de la tortue. Et avec le réchauffement climatique, on observe qu'on a davantage de mâles dans la population des tortues marines. Donc on voit qu'il y a toute une sorte d'influence entre la température et les espèces, et certaines disparaissent. Okay. Quelle serait la conséquence de la disparition massive d'animaux sur l'être humain? Alors nous sommes en train nous sommes rentrés en fait dans la 6e extinction de masse de la biodiversité. Les 5 précédentes étaient d'origine naturelle. Et là, c'est vraiment des facteurs anthropiques. On a mentionné le changement climatique, mais ce n'est pas le seul. Il y a également le fractionnement et la disparition des habitats naturels, la surexploitation des ressources naturelles. Il y a l'introduction d'espèces envahissantes, la pollution. Tous ces facteurs interagissent et font une pression sur les populations et les espèces animales. Et on ne connaît pas encore tous les mécanismes qui relient l'ensemble de ce réseau qu'est la vie avec le système Terre, mais on sait qu'il y a des liens. Donc les conséquences d'une extinction massive, je ne pense pas qu'on arrive vraiment à tous les englober, les envisager. Par contre, on sait qu'on a des dépendances, par exemple par rapport au service de la pollinisation, de la protection qu'offrent par exemple les coraux, donc on a toutes sortes de dépendances, notamment également pour la fabrication du sol, même des petites bactéries ou des vers de terre, on a une dépendance à ce niveau-là. Pouvez-vous me citer 3 espèces animales qui sont en voie de disparition et qui sont indispensables pour l'espèce humaine? Alors c'est une question qui est difficile parce que dans la question, il y a indispensable et il y a espèces en voie de disparition. Alors, il y a des espèces en voie de disparition pour lesquelles nous avons un certain nombre de dépendances. Ça peut être des dépendances de la nourriture, de la pollinisation ou culturelles. Par exemple, l'ours polaire et la baleine sont des totems pour les populations amérindiennes. On a des dépendances des rhinocéros, des lions, des éléphants, parce qu'on peut faire une activité économique, touristique, par exemple au Kenya ou en Tanzanie, avec des safaris photos. Mais c'est pas, vous posez la question, essentielle. Donc si on est vraiment totalement dépendant, là, la dépendance c'est plutôt par rapport à des espèces qui sont en déclin, du style les abeilles.
dont on est vraiment dépendant pour la pollinisation de la plupart des espèces végétales que l'on consomme dans l'agriculture, et elles sont en déclin. On a également une dépendance par rapport aux poissons, puisque 16% des protéines animales proviennent de la pêche, et là on est en fort déclin des populations de poissons. Et puis nous avons un déclin, on a dit des coraux, du fait du changement climatique et d'autres menaces, et les coraux nous protègent des vagues, et ils créent un habitat pour la pêche, ils donnent des ressources aussi touristiques, et pour la plongée par exemple, et puis ils captent du carbone. Donc on a vraiment beaucoup de services qui dépendent de ces trois types d'animaux. Et d'une manière plus générale, la plupart de la biodiversité se situe dans la zone tropicale, où nous avons beaucoup de déforestation, et là je pense qu'il y a beaucoup de dépendance du style pharmaceutique, parce qu'on peut faire énormément de médicaments avec les plantes et les animaux, et là on perd énormément de stock de biodiversité. Et comment pourrait-on éviter la disparition de ces espèces? Alors heureusement, ça c'est la bonne nouvelle, il y a plein de choses qu'on peut faire. D'une part, en 2012, il y a eu la conférence de Nagoya, où les États membres ont décidé d'augmenter la surface des aires protégées, qui passe de 13,5% des surfaces terrestres à 17% d'ici à 2020, et pour les océans, de 1% des océans à 10% des océans. Et c'est en train de se faire. Donc là, on a une bonne avancée pour protéger ces espaces qui vont permettre de protéger les espèces qui y habitent. D'autre part, on peut mettre plein de choses en place pour réduire ces impacts. Donc on parle des impacts climatiques. Si on réduit les impacts sur le changement climatique par la réduction de nos émissions, donc ça peut aller sur le transport, ça peut aller sur réduire sa consommation de viande, ça veut dire adopter une mobilité douce, meilleur chauffage, plus adapté, etc. On peut réduire nos émissions de gaz à effet de serre et ainsi donc réduire l'impact climatique. Du point de vue de la biodiversité, beaucoup de choses sont liées au fractionnement de l'habitat. Donc là, il faut éviter la déforestation, il ne faut pas acheter des bois tropicaux, éviter de consommer des produits qui contiennent de l'huile de palme, parce qu'on fait beaucoup de conversions de forêt tropicale pour l'huile de palme. On peut être actif pour toutes sortes de nouvelles législations, entrer dans une association qui va défendre le droit des animaux, faire pression sur les gouvernements. Et si les politiciens ne vous écoutent pas, rien ne vous empêche de rentrer en politique et de faire des lois qui soient en faveur de la protection des animaux. Donc on a toutes sortes de panels d'activités qu'on peut réaliser. D'accord, je vous remercie de m'avoir reçu et merci d'avoir répondu attentivement à mes questions. Merci Tessa.